Que feriez-vous si vous trouviez une créature des profondeurs, ensanglantée et hurlante, au beau milieu de la nuit? Fuiriez-vous, terrifié, ou oseriez-vous lui porter secours? Écoutez-moi bien, car ce que fait cette femme a bouleversé sa vie à jamais d'une manière inimaginable. Avant de commencer ce voyage incroyable, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Cette chaîne vous propose chaque semaine les contes et histoires de sagesse africains les plus inspirants. Dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. Et si vous aimez les histoires de miracles et d'enseignements de vie, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Allez, plongeons-nous dans ce récit extraordinaire. Dans un village niché entre des collines ondulantes et le grand fleuve Orimiri Ixassi, vivait une femme nommée Adana. Son nom signifiait « fille de son père », un nom donné avec espoir et fierté. Mais la vie n'avait pas été tendre avec Adana. Elle s'était mariée jeune à un homme nommé Obi, et ensemble, ils avaient eu un fils, Chidi, qui signifie « Dieu existe ». Pendant les 5 premières années, leur maison résonna de rire. Chidi était un garçon vif et énergique, qui adorait courir après les papillons et grimper au manguier. Mais tout a basculé quand Chidi a eu 6 ans. Un matin, il s'est réveillé en proie à une forte fièvre. Son petit corps tremblait et il tenait à peine debout. Adana l'a emmené chez la guérisseuse du village, Mama Nkiruka, qui a préparé des décoctions amères à base de racines et de feuilles. Mais l'état de Chidi ne s'est pas amélioré. Semaine après semaine, mois après mois, le garçon s'affaiblissait. Ses jambes devinrent maigres comme des brindilles, ses yeux, autrefois si vifs, s'éteignirent. Il ne pouvait plus courir, ni jouer, avec les autres enfants. Il passait ses journées allongé sur une natte de raffia, le souffle court, la peau brûlante. Les villageois se mirent à chuchoter. « Cet enfant est maudit », disait-il. « Il doit y avoir une abomination dans cette famille. » Peu à peu, les gens cessèrent de venir chez Adana. Même les enfants n'avaient plus le droit de jouer près de sa maison. Puis vint le pire des coups. Obi, son mari, l'homme qui avait promis de la soutenir dans toutes les épreuves, fit ses valises un soir et partit. « Je ne peux pas voir mon fils dépérir, » dit-il froidement. « C'est ton fardeau maintenant. » Adana se retrouva seule, sans mari, sans famille à proximité, sans amis, et avec un enfant mourant. Elle vendit ses pagnes, ses bijoux, même les perles de sa mère pour financer de nouveaux traitements. Mais rien n'y fit. Chaque soir, elle pleurait, demandant aux ancêtres « Pourquoi ? Quelquefois fut fortement faire une telle souffrance ?» Pendant 3 ans, Adana a vu son fils dépérir comme de la fumée. À 9 ans, Chidi ne pouvait plus parler qu'à voix basse. Les enfants du village, désormais plus âgés, jetaient des pierres sur sa propriété et traitaient Chidi de Ogbange, un enfant fantôme venu uniquement pour apporter le malheur. Une nuit en particulier, la lune pleine et argentée brillait dans le ciel, tel un œil immense observant le monde. La fièvre de Chidi était plus forte que jamais. Sa peau était si brûlante qu'Adana craignait qu'il ne brûle de l'intérieur. Ses pots en terre cuite étaient vides. Il lui fallait de l'eau fraîche de la rivière. L'eau la plus froide provenait des profondeurs de l'Orimiri. Ça, la nuit. Malgré les avertissements formels des anciens contre le fait d'aller à la rivière après le coucher du soleil, Adana n'avait pas le choix. Que représentaient les superstitions face à l'amour maternel? Elle serra son pagne délavé autour de sa taille, noua son foulard, prit son plus grand pot en terre cuite et sortit dans la nuit argentée. Le chemin vers la rivière était étroit et sinueux, traversant de hautes herbes à éléphants qui murmuraient des secrets dans le vent. Des chauves-souris frugivores volaient au-dessus d'elle, et, au loin, un engoulevent lançait son chant solitaire. Tout en marchant, Adana priait à voix haute. « Ancêtres, si vous m'entendez, je vous en prie, aidez mon fils. Je n'ai plus rien à vous offrir, ni chèvre à sacrifier, ni vin de palme à verser. Mais je vous en supplie, sauvez mon Chidi. » La rivière se dressait devant elle comme un miroir sombre reflétant les étoiles. L'eau était calme,
Mais tandis qu'Adana s'approchait de la rive, elle entendit quelque chose qui la glaça d'effroi. C'était un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, comme un chant, mais brisé et empli de douleur, comme une voix qui tentait de former des mots, mais qui s'étranglait sous l'effet de l'agonie. Le son montait et descendait, résonnait et s'estompait, comme des vagues se brisant contre les rochers. Les pleurs continuaient, plus désespérés désormais, comme si celui ou celle, ou quoi que ce soit, pouvait sentir sa présence. Les mains d'Adana tremblaient, tandis qu'elle s'approchait du bord de l'eau, posant le pied avec précaution sur les galets lisses. Le clair de lune illuminait la surface, et c'est alors qu'elle l'aperçut. Enchevêtrée dans les racines massives de l'iroko centenaire qui poussait au bord de la rivière, se trouvait une créature qui fit sursauter Adana et faillit lui faire lâcher son pot. C'était une femme, mais pas tout à fait disitée. De la taille jusqu'en haut, elle avait la silhouette d'une belle jeune femme à la peau qui semblait scintiller d'un éclat surnaturel. Ses longs cheveux noirs, ondulants comme l'eau, étaient ornés de minuscules coquillages et de perles qui captaient le clair de lune. Mais à partir de la taille, au lieu de jambes, elle avait une magnifique queue recouverte d'écailles qui scintillaient de couleurs qu'Adana ne connaissait pas par leur nom. Argent, vert, bleu, violet, toutes changeantes et changeantes, comme la surface même du fleuve, une sirène, la fille de Mamiwata, une créature des profondeurs. Et elle était mourante. Une lance de pêcheur, une longue et cruelle lance de fer, lui avait transpercé la queue, la clouant aux racines d'Iroko. Un sang plus noir que la nuit coulait de la plaie, se mêlant à l'eau de la rivière et la noircissant au clair de lune. Le beau visage de la sirène était déformé par la douleur. Ses yeux, grands et lumineux comme des bassins de clair de lune liquide, étaient remplis de larmes. Quand elle aperçut Adana, elle tendit une main tremblante. Sa voix, douce comme l'eau qui coule sur les pierres, était mélodieuse même dans la douleur. « S'il vous plaît, humaine, aidez-moi. Le fer brûle. Je ne peux me libérer. Si le soleil se lève et me trouve ici, je mourrai. » La première réaction d'Adana fut la terreur. Toutes les histoires qu'elle avait entendues sur les habitants de la rivière parlaient de leur pouvoir et de leur dangerosité. Ils pouvaient exaucer des vœux ou vous entraîner dans les profondeurs. Ils pouvaient vous bénir de richesses ou vous maudire de folie. Les anciens disaient toujours « Ne vous mêlez jamais des affaires des enfants de Mamiwata. » Mais Adana, figée entre la peur et la compassion, plongea son regard dans les yeux de la sirène. Et dans ses yeux, elle reconnut quelque chose de familier, la même douleur désespérée, le même appel à la pitié, la même peur de la mort que lisait chaque jour dans les yeux de son propre fils. Comment a-t-elle pu partir? Je vais vous aider, murmura Adana en posant son pot. Les yeux de la sirène s'écarquillèrent d'espoir et d'incrédulité. Tu risquerais ta vie pour une créature que tu ne connais pas. Je reconnais la souffrance quand je la vois, répondit Adana. Et je ne peux pas te laisser mourir ici. Adana s'avança dans l'eau peu profonde. Elle était glaciale, si glaciale qu'elle en eut le souffle coupé, mais elle continua d'avancer. La queue de la sirène était lourde et puissante, même blessée. La lance l'avait transpercée, sa pointe de fer profondément enfoncée dans la racine d'Iroko. « Ça va faire mal, » a prévenu Adana. « Ça fait déjà plus mal que tu ne peux l'imaginer, » dit la sirène. « Le fer est un poison pour les miens. Fais ce que tu dois. » Adana serra la lance à deux mains. Elle prit appui sur la racine de l'arbre avec un pied et tira. La lance ne bougea pas. Elle tira de nouveau, plus fort, sentant ses muscles se tendre. « Toujours rien. S'il vous plaît, » haleta la sirène. « Tirez plus fort, je peux le supporter. » Adana prit une profonde inspiration, enroula son pagne autour de ses mains pour une meilleure prise et tira de toutes ses forces,
Pisé dans 3 années passées à porter un enfant mourant, 3 années à piler l'igname sel, 3 années à survivre, alors que tout le monde lui disait d'abandonner. La lance se retira avec un horrible bruit d'aspiration. La sirène hurla, un cri qui résonna sur l'eau comme le tonnerre, faisant fuir les oiseaux nocturnes des arbres, terrorisés. Un sang noir jaillit de la plaie, plus abondant qu'Adana ne l'aurait cru possible. Mais Adana ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, elle déchira une bande de son propre pagne et l'enroula autour de la queue de la sirène, essayant d'arrêter le saignement. « Je dois t'emmener dans un endroit sûr, » dit Adana. « Ma maison n'est pas loin. Je peux prendre soin de toi là-bas. »« Tu m'emmènerais chez toi ?» La voix de la sirène était faible, s'éteignant peu à peu. « Pourquoi ferais-tu cela ?»« Parce que c'est la bonne chose à faire, » a simplement déclaré Adana. Sur ce, elle souleva la sirène, lourde comme 3 pots d'eau pleins, glissante comme de l'argile humide, et entreprit le long et difficile voyage de retour vers son domaine. Les bras d'Adana la brûlaient d'épuisement, tandis qu'elle portait la sirène à travers les sombres sentiers du village. Elle dut s'arrêter plusieurs fois pour reprendre son souffle, déposant doucement la sirène au sol avant de la relever. À chaque fois, la sirène la regardait de ses yeux lumineux, emplis d'émerveillement et de gratitude. Lorsqu'ils atteignirent enfin la propriété d'Adana, celle-ci déposa la sirène dans sa plus grande bassine, celle qu'elle utilisait pour laver le linge. Elle la remplit seau après seau d'eau puisée dans ses réserves, puis la recouvrit d'un tissu pour la dissimuler. À l'intérieur de la maison, le petit Chidi était allongé sur sa natte, trop faible pour même remarquer le retour de sa mère. Pendant les 7 jours suivants, Adana partagea son temps entre les soins à son fils et la guérison de la sirène. Elle réduisit en poudre les herbes médicinales que sa mère lui avait enseignées, des feuilles de ziza pour purifier les plaies, des feuilles amères pour combattre l'infection, l'écorce sacrée de l'arbre d'irisie pour favoriser la cicatrisation. Elle confectionna des pâtes épaisses qu'elle appliqua sur la blessure de la sirène toutes les quelques heures. La sirène, nommée Eneka, racontait des histoires pour passer le temps. Des histoires de royaumes sous-marins, de palais de corail et de perles, de jardins où les poissons nageaient comme des oiseaux au milieu de forêts d'algues ondulantes. Des histoires de son peuple, qui avait jadis vécu en harmonie avec les humains, avant que la peur et la cupidité ne les séparent. « Pourquoi étais-tu seule ?» demanda Adana un jour en changeant l'eau. « J'ai été insensée, admit Neka. Je suis remontée à la surface pour danser sous la pleine lune. Nous sommes plus forts pendant la pleine lune, et je voulais sentir sa lumière sur ma peau. Mais un pêcheur a vu ma queue fendre la surface. Il a eu peur et a lancé sa lance. Je ne pense pas qu'il ait voulu me blesser, seulement se protéger. Mais le fer est mortel pour les miens. Il nous brûle comme le feu vous brûle. » Jour après jour, la plaie commença à se refermer. Le sang noir devint rouge puis rose avant de cesser complètement de couler. Les bords des écailles déchirées commencèrent à se ressouder, lentement au début. Puis, de plus en plus vite, au bout de 3 jours, l'enflure avait diminué. Au bout de 5 jours, Neka pouvait remuer la queue sans crier. Et au bout de 7 jours, la plaie était complètement guérie, ne laissant qu'une cicatrice argentée à l'endroit où la lance l'avait transpercée. Pendant ce temps, Chidi restait le même, faible, fiévreux, s'affaiblissant. Adana le regardait et se demandait si elle n'avait pas été insensée de consacrer autant de temps et de précieuses herbes à un inconnu, alors que son propre enfant était mourant. Mais elle n'a jamais cessé de prendre soin de Neka. Au fond d'elle, elle savait que c'était important, que c'était exactement ce qu'elle devait faire. La 7e nuit, alors que la lune était de nouveau pleine et argentée, Neka dit « Il est temps. Je dois retourner à l'eau. Mon peuple me cherchera, inquiet. Mais d'abord, je dois vous parler. » Adana acquiesça. Elle savait que ce moment allait arriver, et bien qu'elle se soit prise d'affection pour la compagnie de la sirène, elle comprenait que Neka appartenait à l'eau. Adana souleva de nouveau Neka, mais cette fois, la sirène semblait plus légère, ou peut-être Adana était-elle devenue plus forte. Elles traversèrent le village endormi jusqu'au bord de la rivière,
à l'endroit précis de leur première rencontre. L'eau était calme et magnifique, reflétant les étoiles comme des diamants éparpillés. L'Iroko se dressait, silencieux et millénaire, ses racines s'enfonçant dans l'eau comme des doigts cherchant les profondeurs. Au bord de l'eau, Neka prit les mains d'Adana dans les siennes. Ses doigts étaient frais et lisses comme des galets polis par des siècles d'eau. Adana, fille de l'humanité, dit Neka d'une voix forte et claire, libérée de la douleur. « Tu m'as trouvée mourante et tu avais toutes les raisons de me laisser là. Tu es seule, abandonnée, luttant pour sauver ton propre enfant. Tu n'avais rien à offrir, ni temps, ni médicaments, ni énergie. Et pourtant, tu m'as tout donné. » Des larmes coulaient sur les joues d'Adana. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait dû faire. »« Non, » dit Neka d'un ton ferme. « Tu as fait ce que peu aurait fait. Tu m'as témoigné de la bonté alors que le monde ne t'a montré que de la cruauté. Tu m'as redonné espoir alors que toi-même tu n'en as plus. Tu n'as rien demandé en retour. C'est la plus pure compassion et le don le plus rare qui soit, au-dessus comme au-dessous de l'eau. » Neka porta les mains d'Adana à son front, puis à ses lèvres, puis à son cœur. Elle ferma les yeux et commença à parler une langue plus ancienne que le village, plus ancienne que la rivière, plus ancienne que les collines. Les mots semblaient scintiller dans l'air, brillant doucement comme des lucioles. L'eau se mit à onduler autour d'elle, malgré l'absence de vent. L'air lui-même semblait retenir son souffle. Selon les lois ancestrales du peuple de l'eau, déclara Neka d'une voix solennelle, une dette de vie doit être remboursée. Mais plus qu'un devoir, cela vient du cœur. Puisse l'eau guérissante que tu m'as donnée te revenir au décuple. Que la bonté dont tu as fait preuve envers un étranger te soit rendue 100 fois par l'univers. Que la douleur que tu portes soit emportée comme le sable par le courant. Que ton plus grand chagrin se transforme en ta plus grande joie. L'eau se mit à luire d'une douce lumière argentée. Cette lumière devint de plus en plus intense jusqu'à envelopper Adana et Neka comme un cocon. Demain, ton fils Shidi se réveillera en pleine santé, comme au jour de sa naissance. Poursuivit Neka. La maladie qui l'est accablée aura disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Il grandira fort et vivra une longue et heureuse vie. Et toi, Adana, tu ne manqueras plus jamais de rien. Ça, il viendra quand tu en auras besoin. Des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Le village qui t'est méprisé en aura à être. Et un jour, quand tu seras vieille et pleine d'années, tu raconteras cette histoire à tes petits-enfants, et ils comprendront le pouvoir de la compassion. Neka ouvrit les yeux, et Adana vit qu'ils étaient remplis de larmes qui ressemblaient à des perles liquides. « Mais souviens-toi de ceci, dit doucement Neka. Le plus beau cadeau que je t'offre n'est pas la guérison de ton fils, aussi précieuse soit-elle. Le plus beau cadeau, c'est de savoir que ta bonté a compté, que même dans tes heures les plus sombres, tu as choisi la lumière, que même face à la cruauté du monde, tu as choisi la compassion. C'est ce cadeau qui te soutiendra tous les jours, la certitude que tu es bonne, Adana. Tu es vraiment très bonne. » Sur ces derniers mots, Neka lâcha les mains d'Adana et se glissa dans l'eau. Sa queue scintilla d'un vert argenté au clair de lune, tandis qu'elle plongeait. Un instant, l'eau brilla d'une telle intensité qu'on aurait dit une étoile filante s'étant posée dans la rivière. Puis la lueur s'estompa, les ondulations s'apaisèrent et le silence retomba. Adana se tenait seule au bord de l'eau, les larmes ruisselant sur son visage, le cœur rempli de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. De l'espoir, peut-être, ou de la paix, ou simplement la joie tranquille d'avoir fait quelque chose de bien dans un monde qui semblait souvent si injuste. Adana resta longtemps debout au bord de la rivière, contemplant l'eau et murmurant en silence une prière de remerciement. L'air nocturne était frais sur sa peau et,
Pour la première fois depuis 3 ans, elle ressentit une paix intérieure l'envahir. Finalement, elle se retourna pour rentrer chez elle. Elle avait laissé Chidi seule trop longtemps. Même si sa carafe d'eau était encore vide, elle avait oublié de la remplir, submergée par l'émotion. Elle devait retrouver son fils. Elle avait à peine fait 10 pas sur le sentier lorsqu'elle l'a entendu. « Maman, maman !» La voix était forte, claire, pleine d'énergie et de vie. Adana se figea. Cette voix, elle la connaissait, mais c'était impossible. Elle ressemblait à la voix de Chidi, 3 ans plus tôt, avant la maladie, avant la faiblesse, avant que tout ne s'effondre. Elle se retourna brusquement, et ce qu'elle vit lui fit flancher les genoux. Chidi, son fils, courait vers elle, en descendant le chemin. Il courait vraiment, d'un pas assuré et puissant. Son précieux petit garçon, qui n'avait pas pu se tenir debout sans aide depuis 3 ans, courait comme un enfant en bonne santé, comme tous les autres enfants du village. Ses yeux étaient brillants et clairs, n'étant plus voilés par la fièvre. Sa peau rayonnait de santé, n'étant plus grise et cendrée. Ses joues étaient pleines, n'étant plus creuses. Il riait, un son qu'Adana avait presque oublié, en se jetant dans ses bras avec une telle force qu'elle faillit tomber. « Maman! Maman !» s'écria Chidi, les mots se bousculant dans sa gorge sous l'effet de l'excitation. « Maman! J'ai fait un rêve! Le plus beau des rêves! » Adana était incapable de parler. Elle ne pouvait que le serrer contre elle, sentir son poids rassurant, la force de son petit corps, les battements réguliers et puissants de son cœur contre sa poitrine. Elle sanglotait, de grands sanglots de soulagement, de joie et d'incrédulité. « Dis-moi, » parvint-elle finalement à murmurer, « parle-moi de ton rêve. »« J'ai rêvé qu'une femme venait à moi, dit Chidi, les yeux écarquillés d'émerveillement. Mais elle ne ressemblait à aucune femme que j'ai jamais vue. Elle était belle, maman, si belle, et elle brillait comme le clair de lune sur l'eau. Elle avait de longs cheveux couverts de coquillages et de perles, et quand elle bougeait, c'était comme regarder couler une rivière. Adana eut le souffle coupé. Neka. Il décrivait Neka. Elle s'est approchée de moi, poursuivit Chidi, et elle a touché mon front de sa main fraîche. Puis, elle a dit, petit, ta mère m'a sauvé la vie, alors qu'elle avait toutes les raisons de me laisser mourir. Elle m'a témoigné de la bonté, alors que le monde ne lui montrait que de la cruauté. Elle a guéri mes blessures, alors qu'elle-même était blessée. Un tel amour ne peut rester sans récompense. Ta mère m'a sauvé, alors maintenant je te sauve. Et ensuite, que s'est-il passé? Demanda Adana, les larmes coulant si vite sur son visage qu'elle pouvait à peine voir. Alors elle me chantait une chanson, maman. Elle a chanté la plus belle des chansons, dans une langue que je ne comprenais pas, mais que je ressentais au fond de mon cœur. Et tandis que il chantait, j'ai senti la maladie me quitter. J'ai senti écouler de moi comme l'eau d'une casserole. J'ai senti mes jambes se fortifier à nouveau, ma poitrine s'ouvrir, et je pouvais respirer profondément, la fièvre baisser et disparaître. Quand la chanson s'est terminée, elle m'a embrassé le front et me dit « Réveille-toi, ma petite, réveille-toi et cours vers ta maman. » Et je me suis réveillée, maman, et je me sentais bien, je me sentais fort. Alors j'ai bondi et je suis venue te retrouver. Adana tomba à genoux sur le chemin, serrant Chidi contre elle et le berçant, comme lorsqu'il était bébé. Elle leva les yeux vers le ciel, les étoiles, la lune, et murmura « Merci, Neka du peuple de la rivière. Merci, merci, merci. Que les eaux te bénissent toujours. Puisses-tu nager dans le bonheur pour l'éternité. Merci de m'avoir rendu mon fils. » Un son parvenait de la rivière. Adana ne savait dire si c'était le vent, l'eau ou autre chose. Mais cela ressemblait à un rire, joyeux et libre, comme celui de quelqu'un célébrant une grande victoire. La mère et le fils restèrent longtemps assis sur le chemin, enlacés, riant et pleurant à la fois. Enfin, lorsque la lune eut parcouru la moitié du ciel, ils se levèrent ensemble et rentrèrent chez eux, main dans la main. Chidi sautillait à ses côtés comme avant, plein de vie et d'énergie. Le lendemain matin, au lever du soleil qui teintait le ciel d'or et d'orange,
Le village s'anima peu à peu. Les femmes sortirent de leur maison pour balayer leur cour. Les enfants se mirent à jouer. Les hommes se rassemblèrent sous le grand arbre Udala pour discuter des affaires du village. Et puis quelqu'un l'a vu. Chidi, le petit Chidi qui était malade depuis 3 ans, que tout le monde disait mourant, qu'on traitait de maudit, jouait dehors. Il courait, sautait, riait, poursuivait un lézard avec un bâton comme n'importe quel garçon de 9 ans en pleine santé. C'est Chidi, chuchota quelqu'un. Ce n'est pas possible. Il était mourant hier encore. Mais regardez-le, il est guéri. En moins d'une heure, une foule s'était rassemblée devant la propriété d'Adana. Les gens se pressaient pour vérifier si c'était vrai. Maman Kiruka, la vieille herboriste, se frayait un chemin à travers la foule et saisit le bras de Chidi, l'examinant attentivement. « Impossible, souffla-t-elle. Cet enfant était à l'article de la mort. Je lui donnais 2 semaines tout au plus. Mais regardez-le, il n'y a plus aucune trace de maladie. Ses yeux sont clairs, sa peau est saine, son pouls est fort. C'est un miracle. » « Que s'est-il passé ?» commencèrent à demander les gens à Adana. « Comment a-t-il été guéri? Quel remède avez-vous utilisé? Êtes-vous allé voir un puissant babalawo? Avez-vous fait un sacrifice ?» Adana observa tous les visages qui l'entouraient. Des visages qu'il avait abandonnés au moment où elle avait besoin d'elle. Des visages qui avaient murmuré des choses cruelles sur son fils. Des visages qu'il avait laissés seuls face à sa souffrance. Une partie d'elle avait envie de leur crier dessus, de leur demander où ils étaient quand elle avait besoin d'eux. Mais elle se souvint alors des paroles de Eneka. « Même lorsque le monde était cruel, tu as choisi la compassion. » Alors Adana sourit doucement et dit « J'ai aidé quelqu'un qui en avait besoin. J'ai fait preuve de gentillesse envers un inconnu. » Et l'univers s'en est souvenu. Elle ne leur a jamais tout raconté. Certaines vérités sont trop sacrées, trop personnelles pour être partagées avec ceux qui ne comprendraient pas. Mais à partir de ce jour, tout a changé. Les villageois qui l'avaient rejeté lui apportèrent désormais des présents. Igname, huile de palme, tissu. Les femmes l'invitèrent à leur réunion. Les enfants voulaient jouer avec Chidi. Même son mari Obi, ayant appris la nouvelle, revint en rampant, implorant son pardon. Mais Adana, plus forte que jamais, lui dit poliment mais fermement qu'elle et Chidi se débrouillaient très bien seuls. Des bienfaits étranges commencèrent à accompagner Adana. Ses récoltes étaient plus abondantes que celles de tous les autres. Au marché, on lui offrait de bons prix. Des opportunités se présentaient à elle, de belles opportunités qui la sortirent, elle et Chidi, de la pauvreté. C'était comme si l'univers lui-même conspirait pour l'aider, comme Neka le lui avait promis. Mais le changement le plus important s'était opéré en Adana elle-même. Elle avait compris que même dans les moments les plus sombres, la bonté compte. Bonne nouvelle, tu es au bas javandelaise. Que l'amour qu'on donne nous revient, souvent de manière inattendue. À chaque pleine lune, Adana se rendait la nuit au bord de la rivière avec des offrandes. Des fruits frais, des fleurs, parfois simplement sa présence et sa gratitude. Elle les déposait sur la rive et disait « Merci mon ami, merci pour le cadeau que tu m'as fait. » Et parfois, si la nuit était très calme et la lune très brillante, elle voyait des ondulations à la surface de l'eau, là où il n'y avait pas de vent, ou apercevait quelque chose d'argenté et vert scintillant dans les profondeurs, ou entendait un fragment de cette belle voix chantante portée par la brise. Chidi grandit fort et en bonne santé, ne tomba plus jamais malade. Il devint un homme bon et compatissant, toujours prêt à aider les plus démunis. Et lorsqu'il eut lui-même des enfants, Adana s'asseyait avec ses petits-enfants au clair de lune et leur racontait l'histoire, la vraie histoire, de la nuit où elle avait trouvé une sirène mourant dans la rivière et comment un simple geste de bonté avait tout changé. Les anciens du village ont ajouté l'histoire d'Adana au recueil des contes racontés autour des feux de camp le soir. Ils disent qu'elle nous enseigne de profondes vérités. Tout d'abord, la bonté ne coûte rien.
mais elle vaut tout. Adana n'avait rien, ni argent, ni soutien, ni espoir. Pourtant, elle a trouvé dans son cœur la volonté d'aider une personne dans le besoin. Deuxièmement, nous sommes souvent mis à l'épreuve lorsque nous sommes au plus bas. L'univers n'attend pas toujours que nous soyons forts et à l'aise pour révéler notre véritable nature. Parfois, les épreuves les plus difficiles surviennent alors que nous sommes déjà en proie à la souffrance. Troisièmement, la compassion exige du courage. Il est facile d'être bienveillant sous le regard et les applaudissements de tous. Il est bien plus difficile de faire preuve de miséricorde envers une personne différente, une personne crainte, une personne que le monde vous enjoint d'éviter, et de le faire en pleine nuit à l'abri des regards. Quatrièmement, ce que nous donnons à l'univers, l'univers nous le rend souvent au centuple. Mais nous devons donner sans rien attendre en retour. La véritable générosité ne tient pas compte des résultats. Et enfin, il y a de la magie dans ce monde. Pas seulement dans les rivières et les sirènes, mais aussi dans le choix quotidien de faire le bien quand il serait plus facile de ne rien faire. La véritable magie réside dans des personnes comme Adana, qui choisissent l'amour plutôt que la peur, la compassion plutôt que l'intérêt personnel, l'espoir plutôt que le désespoir. La rivière coule toujours près de ce village, comme elle l'a fait depuis des générations. L'Iroko se dresse toujours au bord de l'eau, ses racines plongeant profondément. Et les nuits de pleine lune, si l'on tend l'oreille, on peut entendre des chants monter des profondeurs, une voix semblable au murmure de l'eau, chantant des hymnes à la gratitude et à l'amitié, chantant le lien qui unissait deux mères, qui comprenaient la douleur l'une de l'autre, chantant le jour où la bonté a changé le monde. L'histoire d'Adana nous rappelle que l'on ne sait jamais comment nos petits gestes de bonté peuvent se répercuter sur le monde. Elle a aidé Neka sans rien attendre en retour, et elle a tout reçu. Elle a choisi la compassion alors que le monde lui donnait toutes les raisons d'être amère et renfermée. La question que cette histoire nous pose à chacun est simple mais profonde. Lorsque vous rencontrez une personne qui souffre, une personne différente de vous, une personne crainte ou incomprise, que choisirez-vous? Vous détournerez-vous du regard ou aurez-vous, comme Adana, le courage de l'Aïdor? La réponse à cette question pourrait bien changer votre vie.